répéterai pas, mais... Qui ne l'avait pas entendu l'année dernière. Et il y a certains autres qui n'étaient pas là l'année dernière. Et il nous arrive en philosophie, c'est-à-dire en psychologie, d'en être arrivé exactement là, à la distinction entre l'appétit intellectif et l'appétit sensitif, et entre l'irascible et le concupiscible. Et c'est exactement le moment de, si vous voulez, de rattacher en dehors des cours, parce que bien sûr, dans les cours, n'est-ce pas, il ne faut pas, n'est-ce pas, parler trop à côté. Alors, monsieur le professeur, alors c'est le moment d'en parler, parce que c'est une illustration d'Aristote, n'est-ce pas? Beethoven, ça, c'est de deux choses l'une, ou bien Aristote est vrai, c'est la philosophie perennis, et puis c'est vrai en tout temps, en tout lieu, pour toute activité humaine, et y compris la musique de Beethoven par exemple, ou bien Aristote n'est pas la philosophie perennis. Or l'Église dit que oui, eh bien alors il faudrait qu'il se vérifie pour Beethoven, et il se vérifie d'une manière, si vous voulez, étonnante si on est libéralisé, c'est-à-dire si on est habitué à penser avec notre civilisation libérale en termes libéral, mais c'est pas du tout étonnant pour peu qu'on ait retenu le bon sens. Qu'est-ce que dit le bon sens sur la musique moderne? Eh bien, c'est pénible comme tout parce qu'il n'y a pas de mélodie. C'est aussi simple que cela. On ne peut pas siffler dans la rue, donc ça ne vaut pas grand-chose. Voilà une réaction de bon sens et une réaction parfaitement juste, n'est-ce pas? Alors, à l'aide d'Aristote et de Beethoven, on peut, si vous voulez, étoffer cette simple proposition de bon sens, parce que, bien sûr, les experts libéraux, ils font tout pour miner les simples propositions de bon sens. Alors, il faut faire des propositions compliquées de bon sens, n'est-ce pas? Pour défendre le bon sens, il faut le compliquer. C'est-à-dire, il faut compliquer l'expression pour défendre la chose. Alors, une expression compliquée, une manière compliquée de justifier le bon sens qui dit que la mélodie c'est l'essence de la musique et que la musique moderne détruit la mélodie. Voilà la thèse, c'est pas compliqué. Alors, vous avez quelque chose là pour épater les ignorants, n'est-ce pas? Substantia non estimat immediate pesse, operans sed per potentia suas. Une substance n'opère pas immédiatement par elle-même, mais par ses puissances. Alors ça, c'est donc du pur Aristote, si vous voulez. N'est-ce pas? Prima page 54, 1, 2, 3. J'espère que vous êtes impressionnés. Bon. La musique est une opération d'une substance humaine. C'est une activité, si vous voulez, d'une personne. Qu'il s'agisse de composer ou d'exécuter, c'est une activité d'un homme, c'est évident. Il s'ensuivrait que la musique humaine procède par les puissances de l'âme humaine. Alors si, selon Aristote, ces puissances ont une géographie fixe, agere sequitur esse, vous le savez, il s'ensuivrait que la musique reflètera, et toutes les activités humaines, et tous les arts, non seulement la musique, pour le même argument vaudrait pour l'architecture, pour les beaux-arts, pour tous les arts, pour toutes les activités, auraient une géographie fixe, n'est-ce pas? Voilà exactement ce que les libéraux nient. De gustibus non disputandum, la musique n'est qu'une question de goût. Moi, j'aime les Beatles, vous aimez Beethoven, lui, il aime le grégorien. L'un veut l'autre, il n'y a plus rien à dire, un point, c'est tout. Et lui, bien sûr, il préfère les Beatles. Eh bien, non. Non, il reste beaucoup à dire. Celui qui aime les Beatles est un tordu. Celui qui aime Beethoven, il faut qu'il se convertisse. Et celui qui aime le grégorien, il a compris. Parce que le grégorien, c'est la musique à son plus haut point à son état le plus pur et le plus noble, sans aucun doute. Sans aucun doute.
Et dès que l'on a compris cela, tout tombe en place. Comme dès qu'on a compris que Saint Thomas, c'est le sommet de la philosophie, toute la philosophie tombe en place. C'est un jeu d'enfants, un jeu d'enfants intelligents de mettre les choses en place. Donc, les puissances de l'âme humaine, si vous voulez, qui ne sont pas déterminées à un, comme l'appréhension sensitive, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore au courant, n'est-ce pas, je rappelle très rapidement, n'est-ce pas, vous savez, plusieurs d'entre vous, cette division. Il y a le niveau intellectif, il y a puis le niveau sensitif de l'âme, et puis il y a le niveau végétatif, si vous voulez, en dessous. Mais nous nous occupons de ces trois cas-là. Et puis il y a l'appréhension, les puissances qui appréhendent, et il y a les puissances qui désirent, où il y a l'appétit, n'est-ce pas, qui incline, si vous voulez. Alors ici, on a les 5 sens externes, plus chez l'homme les 4 puissances internes. Alors ces puissances-là sont largement déterminées à un, parce que, n'est-ce pas, on voit ce que l'on voit, on ne peut pas ne pas voir une chaise. Si on regarde une chaise, on ne peut pas ne pas voir une chaise. Ce que l'œil voit est déterminé. Donc, par exemple, pour cette raison-là, parce que c'est déterminé, il n'y a pas de vertu ici-bas, où on a de bons yeux, où on n'a pas. C'est physique, il n'y a pas de vertu. Ici, en haut, vous avez l'intelligence. Et là, déjà, ce n'est pas déterminé à un, et donc vous avez vertu. Vous avez la foi, par exemple, et vous avez la prudence. Ici, vous avez la volonté. Là, c'est surtout ce qui n'est pas déterminé à un. Si vous voulez, c'est le moins déterminé, parce que c'est déterminé les autres. Et vous avez d'autres vertus, l'espérance, la charité, la justice, par exemple. Ici, en bas, donc tous les vertus tiers de grâce se situent en haut. C'est pour vous donner, n'est-ce pas, ce qui est en haut dans l'âme. Ici en bas, ça c'est l'appétit intellectif. Donc la volonté c'est l'appétit intellectif, l'intelligence c'est ce qui appréhende au niveau intellectif. Ce qui appréhende au niveau sensitif, c'est les sens. Et ce qui désire au niveau sensitif, c'est les passions, si vous voulez. Les passions qui possèdent deux puissances, ou par deux puissances, dit Aristote, l'irascible, ce qu'on appellerait, ce qu'on dirait aujourd'hui l'agressivité, et le concupiscible, ce qu'on dirait aujourd'hui la sensualité, si vous voulez, plus ou moins, ça correspond assez largement. Concupiscible, c'est la puissance qui désire surtout, et irascible, c'est la puissance qui se met en colère, qui est notée pour sa colère, notée pour son désir. Bon. Alors, n'est-ce pas, on divise, ici pour la musique, on divise en trois, si vous voulez. On divise comme cela, un, et puis on divise là. Ça fait, on peut diviser, donc, ici, on peut bloquer cela, encore que si on voulait caractériser la musique de Bach, par exemple, on distinguerait intelligence et volonté, et on dirait que chez Bach, il y a un excès d'intelligence sur volonté. Il y a trop peu d'amour et trop de mathématiques. Il y a parce qu'il est calviniste, alors il montre la charité, il remplace avec les mots croisés. Et dans la musique moderne, vous avez cette même tendance de remplacer, puisque le cœur se refroidit, on bouche le trou avec l'intelligence et on écrit des mots croisés. Webern, Schoenberg et compagnie, les systèmes de 12 tons, etc. Bon, n'est-ce pas? Bon, alors il y aurait lieu de distinguer si on voulait caractériser ce qui, n'est-ce pas? Mais ici on va bloquer, parce que de fait, on va dire que la mélodie procède, si vous voulez, des deux ici en haut, que pour l'irascible, c'est ce qui nous donne le rythme dans la musique, et que pour le concupiscible, c'est ce qui nous donne surtout l'harmonie. Alors ça c'est schématique, mais c'est assez juste. On pourrait le prouver dans le détail. Alors selon cette division triple, si nous divisons en trois, n'est-ce pas, les puissances au niveau intellectif, et puis parmi les puissances qui peuvent flotter dans l'un sensible dans l'autre, qui sont ouverts à des alternatives et non pas déterminés à un,
il y a l'irascible et le concupiscible. Alors, selon cette triple division, la musique humaine serait triple. Et ceci est confirmé a posteriori, car en effet, il y a trois éléments principaux dans la musique. Il y a la mélodie, le rythme et l'harmonie qui correspondent à la raison. On utilise ici le mot raison pour l'intelligence et la volonté ensemble, la raison, l'irascible et le concupiscible dans l'âme inférieure. Donc, l'élément supérieur de la musique est la mélodie. Les éléments inférieurs sont le rythme et l'harmonie. Entre parenthèses, notez donc la musique grégorienne, c'est la pure mélodie. Il y a tout juste assez de rythme pour soutenir la mélodie. Le rythme est entièrement au service de la mélodie. Entièrement. Jamais la mélodie, jamais le rythme ne se fait remarquer, n'est-ce pas? Ne prend la première place. Harmonie, il n'y en a pas dans ce sens qu'il y a des harmoniques, n'est-ce pas, dans une ligne mélodique, mais il n'y a absolument pas plus d'harmonie que ce qu'il y a dans une ligne harmonie, dans la ligne de la mélodie. Donc l'harmonie est absolument intrinsèque à la mélodie. Il n'y a pas d'harmonie qui ne soit pas intrinsèque à la mélodie. Prenez par contre la polyphonie, c'est évident, et là vous avez déjà la ligne de plusieurs lignes qui jouent en même temps, donc c'est évident, vous avez beaucoup d'harmonie là. Là, dans la bonne polyphonie, n'est-ce pas, c'est l'harmonie sert à la mélodie, n'est-ce pas, mais déjà, c'est, n'est-ce pas, si vous voulez, c'est une déchéance par rapport à la grégorienne, à la musique grégorienne. Ça flatte l'oreille, c'est déjà sensuel, n'est-ce pas. Il y a quelque chose de sensuel dans la polyphonie qu'il n'y a pas dans la grégorienne, tout simplement. Le rythme, c'est l'irascible. Vous voulez faire marcher des soldats en guerre, eh bien, vous les ferez marcher par quelque chose de rythmique. Vous voulez, n'est-ce pas, c'est tambour battant, c'est clair, pour faire marcher les soldats en guerre. C'est l'irascible pour les exciter la colère, n'est-ce pas, pour faire courir le sang dans leurs veines. Une musique rythmée, c'est de toute évidence. Une musique fortement harmonique, n'est-ce pas? Les harmonies, on pense aux harmonies déliquescentes de Wagner, par exemple, n'est-ce pas? Tristan et Isolde. Si vous avez le malheur de connaître ce morceau-là, vous saurez de quoi on parle, n'est-ce pas, si on parle de la sensualité de l'harmonie là, par exemple. C'est une harmonie qui... Bon, donc, n'est-ce pas, voilà en très gros une division de la musique en trois qui correspondrait en très gros aux divisions des puissances principales de l'âme. Donc, l'élément supérieur de la musique, c'est la mélodie. Les éléments inférieurs sont le rythme et l'harmonie. Dans les Beatles, remarquez, il y a quand même de la mélodie, il n'y a rien à faire. Il y a de la mélodie dans les Beatles, et même ce sont des musiciens, il n'y a rien à faire. Ils n'auraient pas eu la puissance qu'ils ont eue, et l'effet et l'influence qu'ils ont eue, si ce n'était pas de bons musiciens pourris. Corruptio optimi pessimus, c'est quatre jeunes doués, n'est-ce pas? Doués pour pourrir. Bon. Mais il y a de la mélodie là, alors, n'est-ce pas, ce n'est pas comme si telle musique a l'un des éléments et rien des deux autres. Même dans le grégorien, il y a certainement un rythme, n'est-ce pas, du 2 et du 3, n'est-ce pas, et il y a des harmoniques dans la ligne de la mélodie, des quintes, des quartes, etc., etc. Même dans la musique la plus rythmée, il y a quand même un tout petit peu, il reste toujours quelques éléments mélodiques, parce que le pur rythme ne serait que absolument le thème. Il n'y aurait absolument pas de mélodie. Mais si vous pensez au Sacre du printemps de Stravinsky, par exemple, je ne sais pas si vous avez le malheur de connaître, encore une fois, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Ben, vous voyez, c'est la répétition pour accentuer le rythme. Justement, on va éliminer la mélodie pour relever le rythme. Mais il reste là, il reste un tout petit changement, il y a un vestige de mélodie qui reste encore. Mais on voit bien que le rythme tend de soi déchaîner, le rythme éliminera la mélodie.
déchaîner, l'harmonie va éliminer la mélodie. L'harmonie va tout ramasser en soi. Et on voit ces deux tendances dans Beethoven, par exemple. Bon. Or, qu'est-ce que c'est que la révolution? La révolution consiste toujours là-dedans que voici une roue, n'est-ce pas? Bon, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que la révolution? C'est que ce qui c'est revolver veut dire tourner, la roue tourne, évidemment, et ce qui est haut est en bas, et ce qui est en bas est en haut. Voilà exactement ce qu'est la révolution. Alors, révolution veut dire que ce qui est supérieur devient inférieur, ce qui est inférieur devient supérieur. Alors, la révolution consiste toujours dans ce que l'inférieur ne se soumet plus à ce qui est supérieur, mais que le supérieur est soumis à l'inférieur. Donc, la révolution dans la musique consisterait là-dedans que le rythme et l'harmonie cessent de se soumettre à, de desservir la mélodie, mais que le rythme et l'harmonie soumettent la mélodie au rythme et l'harmonie. La mélodie est soumise au rythme et à l'harmonie. Voilà exactement en quoi consistera la révolution dans la musique. Alors, voilà une série de propositions a priori, si vous voulez. Alors, ce qu'on affirme, si vous voulez, c'est que dans la musique d'un grand révolutionnaire, Beethoven, de fait, on constate ceci. Et attention, il y a beaucoup de grandes qualités dans Beethoven, n'est-ce pas? C'est à plusieurs égards, n'est-ce pas? C'est Napoléon en musique, n'est-ce pas? Il y a quand même un zeitgeist, il y a un esprit de l'âge, de l'époque, et la philosophie, la politique, les arts se correspondent, la littérature se correspondent l'un à l'autre et se recoupent dans la même époque. Alors, figurez-vous, mettez-vous devant les yeux la grandeur et la misère de Napoléon, eh bien, plus ou moins, mutatis mutandis, c'est la grandeur et la misère de Beethoven. Alors, Napoléon révolutionnaire qui retient quand même, par rapport aux révolutionnaires modernes, beaucoup de l'ancien régime, n'est-ce pas? Beethoven également. Beethoven, c'est l'un des grands-pères de la musique moderne. Au 19e, il y a deux colosses qui dominent tout le siècle, Beethoven et Wagner, sans aucun doute, qui dominent le 19e siècle et qui sont le fondement de toute la musique moderne. Toute la musique moderne remonte à ces deux-là, si vous voulez. Or, l'époque moderne, c'est révolutionnaire, donc les racines de la révolution, c'est dans Beethoven et Wagner. Beethoven a bouleversé surtout le rythme, n'est-ce pas? Il a bouleversé la mélodie par le rythme. Wagner, c'est surtout par l'harmonie. C'est tout un nouveau système d'harmonique, etc. À des moments donnés, Wagner est traditionnel, mais alors la morceau de Wagner qui a surtout influé sur la musique moderne, qui a ouvert les portes, c'est Tristan et Isolde, n'est-ce pas? Alors, et là, vous avez, n'est-ce pas, tout un nouveau monde harmonique, et justement qui mine la mélodie. Alors, il y a quod ubique in musica Ludovici von Beethoven Veneto, ceci on constate partout dans la musique de Beethoven, n'est-ce pas? Vous pourrez nommer le morceau de Beethoven presque et on trouvera de quoi illustrer ces points généraux. Mais alors, si toutes ces grandes propositions a priori sont vraies, on va trouver la confirmation a posteriori, et si on trouve la confirmation a posteriori, ça suggère que toutes ces grandes propositions antilibérales sont quand même vraies. Donc les libéraux nous pourrissent sur la musique comme partout ailleurs. Alors, voyons un peu. Alors, il y a que deux exemples ici, et puis je cite encore deux là, n'est-ce pas, la symphonie héroïque, troisième exemple dans le premier mouvement de la symphonie héroïque. Encore un exemple dans la très grande sonate Hammerklavier, n'est-ce pas? Déjà, le fait que la musique libérale s'est mise au pianoforte en dit long, n'est-ce pas? En Gégorien et en Bach, de manière générale, pas de piano et pas de forte. C'est toujours le même niveau de bruit, le même nombre de décibels, plus ou moins, n'est-ce pas? Mais on a développé le pianoforte justement pour pouvoir faire le contraste
entre le piano du concupiscible qui nous flatte et nous alanguit, qui nous induit des longueurs, et le forte de l'irascible. Et le jeu entre les deux, entre forte et piano, entre les deux, voilà exactement le résultat dont passionnait la musique. Si vous rabaissez la musique au niveau des passions, et bien sûr vous allez accentuer le piano et le forte. Et de fait, Beethoven a l'habitude pendant sa vie de casser les pianos, parce que les producteurs de pianos sont obligés de lui faire toujours des pianos de plus en plus costauds pour résister, parce que crac, il les casse, n'est-ce pas? Quand Beethoven a fini, c'est plus un piano forte, c'est un pianissimo fortissimo, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, voici deux exemples seulement. Un exemple pris dans la symphonie numéro 5, et c'est à remarquer qu'il y a des exemples très notables dans les œuvres les plus célèbres de Beethoven. Ça, prenez une œuvre célèbre de Beethoven et vous repérez ces principes, ces choses. Parce que justement, les œuvres célèbres de Beethoven sont les œuvres où se déchaîne le drame de l'âme moderne, de l'âme qui se livre aux démons des passions. Alors les œuvres où Beethoven se livre aux démons des passions, ben voilà les œuvres de la musique et de la civilisation moderne. Voilà les œuvres qui nous parlent. C'est triste, mais c'est ainsi. Alors la 5e symphonie, la symphonie héroïque, la sonate appassionata, quelque chose, il y en a quelque chose certainement dans la sonate pathétique et dans la sonate claire de lune, n'est-ce pas? Vous pourriez, dès que vous avez pigé le truc, vous pouvez trouver vos exemples vous pouvez vous donner à cœur joie en cherchant des exemples. Donc, dans la 5e symphonie, que vous connaissez tous, celle-là. Bon. Alors, voici un moment dans le premier mouvement. Il s'agit, et là encore, remarquez, Beethoven a marché surtout, n'est-ce pas? Alors, puisqu'il livre la musique aux passions, il a besoin d'un système de contraste. Alors, attention, Beethoven, c'est pas n'importe qui, c'est un grand architecte, c'est une grande tête. C'est vraiment une forte intelligence et un puissant architecte, n'est-ce pas? Là, et on peut pas lui enlever les qualités qu'il a. Ça. Alors, ce qu'il a, il utilise surtout la forme, ça s'appelle la forme de sonate. Alors, vous avez une exposition qui est ensuite développé, un développement. Ensuite, il y a une récapitulation qui répète plus ou moins l'exposition. Et finalement, il y a une coda, c'est l'italien pour une queue. Le développement et la récapitulation. Alors, au-dedans de l'exposition, il y a notamment ce qu'on appelle un premier sujet et un deuxième sujet. N'est-ce pas? Le développement va jouer soit avec la première, soit avec le deuxième, soit avec les deux. La récapitulation les reprendra. La coda jouera encore. Et notamment, on remarque souvent que dans Beethoven, le premier, alors vous avez un contraste marqué entre le premier sujet et le deuxième sujet. Et très souvent, si vous voulez, le premier a un caractère plutôt irascible et le deuxième a un caractère plutôt concupiscible. C'est-à-dire que le premier sujet sera un sujet de guerrier et le deuxième sujet sera plus doux, etc. Et souvent, le jeu, l'intérêt et le drame de l'exposition d'un premier mouvement de Beethoven, parce que presque tous ces premiers mouvements sont décrits dans ce schéma-là, l'intérêt, le drame, le jeu se joue souvent selon ce contraste qui se ramène en partie à ce contraste rythmique et harmonique. Alors ici, on voit après, évidemment, donc le premier sujet, qui est le sujet que nous connaissons tous, voilà. Alors ça c'est fortement rythmé, fortement, n'est-ce pas? Vous avez la répétition, remarquez, qui souligne le caractère rythmique, élimine le caractère mélodique, il reste un peu de mélodie à la fin, mais c'est le rythme qui donne le coup. Alors après cela, vous avez ce deuxième sujet. Alors le premier sujet se conclut avec la mesure 56, SF, sforzando, accent. Il y a encore un accent,
58. Et puis le deuxième sujet, c'est comment ça? Peut-être que vous connaissez, je vais jouer un peu. Enfin. Alors, remarquez, n'est-ce pas? Quatre mesures. Une unité de quatre. Répétez encore une unité de quatre. Répétez avec d'autres instruments plus haut. Quatre. Encore quatre. Quatre. Deux. Deux. C'est la mélodie, si vous voulez, l'élément mélodique est en haut. On attrape Beethoven ici, la main dans le sac. Figurez-vous que la mélodie est dans la main droite, c'est une version de piano évidemment pour quelque chose qui est écrit pour orchestre. La main droite a la mélodie, donc premièrement en unité de 4, mais cela se comprime, la pression, n'est-ce pas, va serrer en unité de 2, de 2, et finalement vous avez deux unités de 1, une mesure, une seule mesure. Etc. Bon, alors vous avez des unités, finissons si vous voulez avec deux unités de 1. Remarquez par contre dans la main gauche, remarquez bien, n'est-ce pas? C'est comme ça, n'est-ce pas? Voyez. Voyez comment ce motif ta-ta-ta-tam se répète de plus en plus fréquemment, exactement, n'est-ce pas? C'est exactement comme les deux pans d'un bilan. Comme à mesure que la mélodie est serrée et réduite, le rythme est augmenté et plus souvent répété. Et jusqu'au moment où, n'est-ce pas, et remarquez comment le rythme monte d'en bas, n'est-ce pas? Ça s'appelle en anglais rising bass. C'est un truc classique, n'est-ce pas, pour dramatiser la musique, faire monter d'en bas, n'est-ce pas, pour augmenter la pression. Alors, donc vous avez évidemment, c'est la mesure 59, 60, 61, 2, 3, 4, 65, 69, 74, 79, 79, ça devient plus fréquent, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 91 et 84, si vous voulez. Alors vous voyez exactement comment la mélodie en haut a été réduite et le rythme en bas intensifie et emporte le morceau, pour ainsi dire. Et il reste une cascade d'en haut, ayant atteint le point, si vous voulez, le plus fort, le fortissimo de 94, il y a une cascade qui descend d'en haut, avec fortement martelé en dessous, fortement marqué en dessous. Et puis, il y a la conclusion de l'exposition qui n'est presque rien d'autre que la répétition fortement rythmée toujours de ce motif ta-ta-ta-ta, 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 etc. Je donne une explication un tout petit peu analogue pour un autre moment, si vous voulez, dans la sonate appassionata, n'est-ce pas, où on voit également, il y a eu une belle mélodie. Je vais, avec un peu de chance, vous jouer la mélodie et vous donner une petite idée, comme vous savez. Et c'est une belle mélodie. Wagner aussi est capable d'écrire de belles mélodies, n'est-ce pas? Je me rappelle une fois un musicien, tout petit peu, n'est-ce pas, qui disait que dans la sonate appassionata, il n'y a pas assez de mélodie. Je pensais à ce moment-là que c'était des incultivés, des ignorants, n'est-ce pas, qui
savais absolument pas de quoi il parlait, mais maintenant je vois, c'est vrai. C'est tout simplement vrai. Alors vous avez de la mesure 113, donc la première là, dans le deuxième exemple, 113, 114, 115, n'est-ce pas, toute une phrase musicale qui est cette belle mélodie qui est de fait, comme souvent, en effet, c'est encore une fois, c'est le deuxième sujet qui est plus beau et plus mélodique, si vous voulez, qui porte la mélodie. Et puis, ça continue avec, dans la mesure, donc 115, 117, il y a des changements, n'est-ce pas, des virements harmoniques dans Beethoven, n'est-ce pas? Et vous avez des virements notables harmoniques. On s'attend à telle continuation, et puis, clac, tout de suite, c'est comme l'auto prend un tout autre aiguillage, pour ainsi dire, le train prend un tout autre aiguillage, et on est basculé dans une autre, comment dit-on, clé, n'est-ce pas? Et ceci est répété. Remarquez encore une fois comment la musique dans la main gauche monte d'en bas, n'est-ce pas? Alors, vous avez donc une mesure qui va de 113 à 115, une phrase. Fin de 115 à 117, très bien. 117, fin de 117 à 119, très bien. Mais remarquez alors, 119, on conclut sur deux notes, c'est un intervalle d'une carte, dites-vous, une carte, n'est-ce pas? Et cette chute de ce est repris et répétée 120, 121, 122, et puis se dissout, pour ainsi dire, complètement dans 123. Ça devient une cascade, la pression, c'est le volcan, pour ainsi dire, éclate, n'est-ce pas? La mélodie saute complètement, ça se dissout la pression est telle que ça devient, c'est tout à fait brisé, et il ne reste que des cordes. Si vous analysez harmoniquement ce que c'est que la mesure là, 123, la toute dernière là, ce n'est rien d'autre que on dit diminished seventh, une septième diminuée, dites-vous, septième diminuée, brisée. Et pendant une dizaine de mesures, ce n'est plus rien qu'une même septième diminuée. Et qui monte encore plus haut, presque à l'hystérie. C'est vraiment hystérique presque, et qui descend jusqu'en bas, rien, mélodiquement, rien. Dommage que nous n'avons pas un disque où c'est bien joué, où vous pouvez vous rendre compte ce que c'est. C'est passionnant, c'est passionné, mais mélodiquement, rien, n'est-ce pas? Vous verrez si je peux vous donner une idée. Et puis ça termine, quand c'est descendu jusqu'en bas, ça termine sur, tiens, le même motif, da-da-da-da. Et c'est répété plusieurs fois, et puis revient le premier sujet, et sur cet extrait arrive vers la fin du développement de ce mouvement, n'est-ce pas, cet extrait vers la fin. C'est en arrivant jusqu'au sommet du développement de ce mouvement, et puis la cascade descend et mène tout de suite dans la récapitulation, qui ramène, mais avec un nouveau soubassement, et troublé. Le développement a mis le trouble et ramène le premier sujet de l'exposition. Alors c'est très grand, mais c'est la destruction de la musique. Il a fallu, on peut dire, de Beethoven et de Wagner, il a fallu deux grands musiciens pour détruire la musique. Il a fallu deux grands mélodistes, parce que tous les deux sont bien capables d'écrire de belles mélodies, n'est-ce pas? Il a fallu deux grands mélodistes pour détruire la mélodie. Si ce n'étaient pas des mélodistes, on s'en ficherait. Puisqu'ils attirent par leur mélodie, et puis qu'ils le cassent, on est attiré avec eux dans la cassure, n'est-ce pas? C'est les démons de la civilisation moderne, vraiment. Alors, voyons si je peux vous donner une petite idée au piano de ces démons. Une petite idée.
Alors c'est beaucoup plus long que ça ne devrait être. Dès le début, donc le deuxième extrait. Et c'est la fin de la musique, n'est-ce pas? C'est très fort, mais le démon s'empare de la mélodie. Etc. Tandis que remarquez la mélodie, c'est d'abord, n'est-ce pas, en des phrases. Alors nous avons 5 notes là. 1, 2, 3, 4, 5 notes différentes. Donc quand c'est en unité de 4, il y a 5 notes différentes. Quand cela se ramène à des unités de 2 mesures, la mélodie se réduit à 3 notes. Et finalement, évidemment, ça se réduit dans les 2 dernières mesures, donc, n'est-ce pas, 93 et 94, 2 et 1. La mélodie est finie. C'est simplement le fortissimo. C'est-à-dire que, et on remarque cela, il y a beaucoup d'autres endroits où on peut remarquer la même chose. Donc, à mesure que le rythme s'intensifie, la mélodie se réduit. Dans l'autre mouvement, l'autre extrait. Alors, premièrement, ce que vous avez là, et puis je vous mettrai le contexte peut-être. Ce que vous avez là. Pardon. Voilà un virage. Hein. On s'attendait à autre chose. Écoutez bien. Alors voilà ce qu'on a là, mais c'est un peu mieux si vous voyez d'où tout cela vient. Alors la mélodie, c'est une belle mélodie et assez noble. Le premier sujet de ce mouvement, c'est assez rythmé et peu mélodique. Voici le premier sujet. Le deuxième sujet est le suivant. Voici dans l'exposition donc. Voilà. Voici donc ce qui précède l'extrait que vous avez là, et c'est après une grande orage dans la musique. C'est une orage, une tempête, si vous voulez, une tempête magnifique, après laquelle revient le calme, et au bout du calme, ce passage vraiment très joli. Ce qui est joli, les passages un peu plus doux en Beethoven, on remarque beaucoup leur douceur, exactement comme on remarque le plaisir de cesser de se cogner la tête contre le mur. Quand Beethoven nous a bien cogné la tête contre le mur, alors sa douceur se remarque beaucoup. La douceur, n'est-ce pas? Mais enfin, il n'y avait pas besoin de se cogner la tête pour en arriver là. Mais enfin, voilà une grande partie de ce qui... C'est assez joli quand même. C'est même très joli.
précède d'un peu l'extrait que vous avez là, n'est-ce pas? Voilà la mélodie assonnaise. Là, on ne s'attendait pas. L'harmonie, les harmoniques, si vous voulez, et un changement de clé prend le cours de la mélodie et le tord, il n'y a pas d'autre mot. La mélodie revient et c'est là ça ce que vous avez. Pardon. Voilà, vous commencez là. Cela se dissout, ça devient hystérique, et y a-t-il un autre mot pour le décrire? Remarquez, qu'est-ce qui reste de mélodie? Presque rien, c'est 2 notes seulement. Ce qui compte absolument, c'est, si vous voulez, le changement harmonique, et puis ce qui reste du rythme, et puis cela se dissout complètement dans ce que je vous dis, et je jouerai encore un peu. Peut-être une petite idée en place je veux dire, de la musique allemande jouée en Suisse sur un piano américain, peut-être par un anglais comme une vache espagnole. Mais si vous avez une petite idée, si vous connaissez ces 2 morceaux, cela vous évoque la chose. Il y a plusieurs corollaires, n'est-ce pas, de cette thèse, si vous voulez, on peut faire plusieurs corollaires. Cela vaut sûrement mutatis mutandis pour tous les beaux-arts. Ce n'est pas un accident, par exemple, que l'on parle, n'est-ce pas, de la ligne mélodique. Pourquoi la ligne mélodique, n'est-ce pas? Alors mettons la musique, n'est-ce pas, et les beaux-arts. Alors, la ligne mélodique, la mélodie, donc, égalerait dans la ligne, n'est-ce pas? Pensons à une statue grecque, la couleur, c'est absolument éliminé, ou une statue de Chartres, ou n'est-ce pas, l'ange Siriaco, etc. Cela avait, dit-on, dans le temps, certaines de ces statues médiévales avaient dans le temps été colorées. Il ne reste dans beaucoup de cas plus de couleur, mais la ligne reste, n'est-ce pas? Donc la ligne est fondamentale à la couleur, comme la mélodie est fondamentale à l'harmonie et au rythme. Donc également, n'est-ce pas, on parle de la couleur de l'orchestre, n'est-ce pas? On parle de la manière, c'est un maître de la couleur de l'orchestre, n'est-ce pas? Tchaïkovski, un grand orchestrateur, n'est-ce pas? Il sait très bien colorer ces morceaux. Ou Wagner, on dit encore, un grand maître de l'orchestre. Beethoven, ce n'est pas spécial comme couleur, n'est-ce pas? Mais alors, cela signifierait que couleur, n'est-ce pas, dans les beaux-arts, joue couleur, donc, n'est-ce pas, joue plutôt sur les sens, tandis que c'est la ligne des beaux-arts qui joue sur l'intelligence, sur la raison, sur la partie la plus haute de la volonté, de l'âme. Donc la couleur égalerait, n'est-ce pas, l'harmonie.
Le rythme, eh bien, il y a beaucoup moins de rythme. Enfin, c'est difficile. Mais si on pense aux ouvrages de Van Gogh, par exemple, n'est-ce pas, là, c'est fou de rythme, n'est-ce pas? Les champs de blé en tournant, etc. Le rythme, ben, c'est rythme en musique, à quoi est-ce que cela correspondrait? N'est-ce pas, c'est un jeu de couleurs et de lignes ensemble, mais cela, c'est dans le langage même, n'est-ce pas? Parce que pour décrire la musique, pour avoir un vocabulaire pour décrire les effets proprement musicaux, on a recours aux beaux-arts. N'est-ce pas, on parle de la ligne et de la couleur dans la musique. Eh bien voilà ce qui indique que, n'est-ce pas, cette même division en très gros, la sensualisation de la musique aurait son analogue dans tous les arts, n'est-ce pas? Donc, on s'attendrait à ce que, dans les beaux-arts, la couleur soit utilisée pour éliminer la ligne. Qu'est-ce d'autre que l'impressionnisme ou Cézanne, n'est-ce pas? Que les blocs de couleurs, n'est-ce pas? Cézanne joue avec les blocs de couleurs en sorte d'éliminer la ligne. Et puis, qu'est-ce d'autre que l'impressionnisme ou Cézanne, n'est-ce pas? Que les blocs de couleurs, n'est-ce pas? Cézanne joue avec les blocs de couleurs en sorte d'éliminer la ligne. Et puis Picasso et compagnie se moquent royalement de la ligne. Ils tordent la ligne, n'est-ce pas? C'est pas la pêche à la ligne, c'est le péché de la ligne, n'est-ce pas? Et dans tous les arts, il en serait de même. Et dès que, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que il y a encore beaucoup de choses à dire, mais dès que les serviteurs ont écrasé la reine, les serviteurs deviennent fous. Ils n'ont plus rien à faire. C'est-à-dire, ils n'ont plus de but dans la vie, n'est-ce pas? Et quand les serviteurs sont les maîtres, quand c'est la démocratie en plein, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le chaos. C'est la fin des arts, c'est la fin de la musique. Lorsqu'il n'y a plus de mélodie, lorsqu'il n'y a que de rythme et harmonique, ce n'est rien. C'est vraiment le terminus pour la musique et pour la civilisation également. D'autres corollaires, n'est-ce pas, bien notamment, si vous voulez, que lorsqu'on nous dit que la musique n'est pas objective ou la musique n'a pas un caractère objectif, c'est absolument faux, n'est-ce pas? La musique a un caractère profondément objectif. Le jeu des sensibilités et le jeu des goûts. Il y a un certain jeu, oui. Moi, je n'aime pas tellement ci, vous n'aimez pas tellement cela, mais que, n'est-ce pas, ce jeu relatif des sensibilités et des susceptibilités se situe dans un cadre absolu, un cadre qui fixe absolument le caractère d'une musique rythmée et passionnée par rapport au caractère d'une musique mélodique et intelligente. Encore, je l'ai déjà indiqué, n'est-ce pas, j'ai dit que, n'est-ce pas, lorsque le rythme et l'harmonie ne servent plus à la mélodie, c'est la décadence qui finit au chaos et à la destruction complète. Donc, par exemple, n'est-ce pas, vous remarquez dans la musique du 18e et avant le 18e, il n'y a pas cette polarisation de la musique. Parce que, comme on lit dans, n'est-ce pas, on va voir dans la prime page 82.5, n'est-ce pas, il n'y a pas d'irascible et de concupiscible dans la volonté n'est pas divisée ou polarisée. Les passions, elles, sont polarisées, la volonté non. Ce qui fait que une musique au niveau de la volonté de l'intelligence ne sera pas polarisée. Il n'y aura pas de ces forts contrastes de piano et de forte. Mais une musique passionnée et sensualisée sera polarisée. Alors Beethoven polarise la musique. J'ai déjà dit entre le premier sujet et le deuxième sujet, par exemple. Et cela fait que dans la musique, les musiciens, les compositeurs célèbres qui succèdent à Beethoven, vous avez d'un côté une musique excessivement douce, parce que c'est trop harmonie, c'est une douceur de saccharine, c'est la ligne de Mendelssohn souvent et compagnie.
Et d'autre part, vous avez une musique excessivement rythmique et dure, et vide d'harmonie, et vide de... et c'est Wagner à d'autres moments. Wagner, il est par moments beaucoup trop harmonique, et à d'autres moments beaucoup trop rythmique. Enfin, c'est dur. Et c'est la musique moderne où il y a le rythme et plus rien. Alors, l'élément harmonique dépérit s'il n'est pas équilibré par le rythme et la mélodie, et l'élément rythmique dépérit s'il n'est pas équilibré par les autres. Bref, éliminez ce qui est, rabaissez ce qui est supérieur, et vous allez déchaîner le chaos dans ce qui est inférieur. Et voilà, en très gros, on pourrait schématiser l'histoire de la musique du 19e un peu comme cela. Où en est-on aujourd'hui? Eh ben, on en est vraiment au bout du rouleau, n'est-ce pas? Dans tous les sens, dans la musique, on y est depuis longtemps, en principe, n'est-ce pas? Ce qu'on fait, John Cage maintenant, n'est-ce pas? Il arrive à l'estrade pour jouer, il s'assoit, n'est-ce pas? Et il s'assoit en silence pendant 5 minutes, et puis il s'en va et tout le monde applaudit, n'est-ce pas? Il fallait en arriver là, il fallait y penser, et il se sera fait payer pour cela, remarquez bien. Alors, qu'est-ce que c'est par ailleurs la musique moderne? Eh bien, c'est la désintégration complète, n'est-ce pas? Sauf, alors, où est-ce que ça recommence? Eh bien, ça recommence avec le catholicisme, et ça recommence pas autre chose que le catholicisme, n'est-ce pas? Remettez la foi dans les gens, et vous remontez au niveau intellectif. Et lorsque la foi veut s'exprimer, elle s'exprime tout naturellement dans une musique de l'intelligence et de la volonté. Et une musique qui est proprement mélodique et grégorienne, n'est-ce pas? Alors, où y a-t-il le salut des conservatoires de musique? Parce que dans les conservatoires de musique d'aujourd'hui, c'est la pourriture, la bêtise et le chaos. Absolument, et rien de moins. Quitte à quelques rares exceptions, n'est-ce pas? Parmi les élèves, et encore plus rares parmi les professeurs. Mais les conservatoires, c'est des débiteurs de chaos. C'est comme les universités, etc., etc. On voit là où on en est aujourd'hui. Et ils sont incapables de se sauver, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre nom dans lequel nous pouvons nous sauver, sauf Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, vous voulez sauver la musique, eh bien, il faut la foi, n'est-ce pas? Alors, où est-ce que la musique va se sauver? Ça va se sauver dans les leçons de grégorien à 6h mardi soir et à 6h samedi soir, n'est-ce pas? Alors, où est l'espoir de la musique de l'Occident, de l'avenir de la musique de l'Occident? Eh bien, c'est dans les petits centres de messe où on reprend en main les petits livrets de musique grégorienne. Là est l'avenir. C'est assez étonnant, mais c'est pas plus ni moins étonnant, n'est-ce pas? Ça ne devrait absolument pas nous étonner, mais c'est notre Seigneur qui nous redonne, lorsque nous avons tout dévasté, c'est lui et lui seul qui peut recréer, refaire et relancer. Alors l'avenir de la musique, c'est dans les centres de messe et dans les séminaires, les prêtres qui encouragent la musique grégorienne. Alors, n'est-ce pas, et je n'ai pas été payé pour le dire, mais je demanderai un pourboire après, n'est-ce pas? Alors, profitez bien et absorbez bien l'esprit de la musique grégorienne, parce que c'est la quintessence de la musique. Le catholique n'a rien à envier, rien de bon à envier à personne. N'est-ce pas? Dans tous les domaines, le catholicisme nous donne ce qui est lait et miel, n'est-ce pas? Et ce qui nous donne l'essentiel de la chose. Et tous les autres vivront de cela. Je me rappelle une fois m'être discuté avec, c'est dans un environnement plus ou moins moderne, si vous voulez, et je m'étais bagarré pour quelque chose, une thèse un peu semblable. Et le moderniste en face, ou l'équivalent du moderniste, c'était un très brave type, un artiste, n'est-ce pas, un professeur d'art qui, donc, enseignait l'art moderne, etc. Il disait, ah oui, c'est très bien d'avoir des types comme vous là pour dire ces anciennes choses, ça nous redonne un but, n'est-ce pas? Ça, exactement comme les protestants dépendent du catholicisme pour continuer même comme protestants, de même, ceux qui saccagent les arts
dépendent des pauvres types de rien qui continuent le chant grégorien. C'est pas Mozart. D'où est-ce que déchoit Mozart lorsqu'il se lance à la franc-maçonnerie en passant de Salzbourg à Vienne, etc. Eh bien, il était un musicien d'église. Beethoven également a commencé comme musicien d'église. Tous les deux proviennent d'une source catholique et exploitent leur, n'est-ce pas, ils pillent dans le garde-manger catholique pour faire des repas laïques, n'est-ce pas, et séculiers. Et puis la musique moderne, on continue de piller le garde-manger catholique jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien, lorsqu'il n'y a plus de foi. Alors où est-ce que ça va recommencer? Ça va recommencer avec le renouveau de la foi, pas ailleurs. Alors la musique, ça dépend de vous, ça dépend de la musique grégorienne, et ça dépend donc des cours à 6h et à 6h mardi et samedi. Alors profitez bien. Bon, écoutez, il est 7h05, si vous avez de meilleures choses à faire, n'est-ce pas, profitez également pour, n'est-ce pas, absolument personne n'est retenu, mais si je peux me mettre à votre disposition pour répondre à une question ou de vous offrir encore des pensées sur tel compositeur, enfin je ne sais pas, j'ouvre aux questions si vous voulez. Je veux savoir ce que vous dites, qu'est-ce qu'on dit qu'aussi un musicien comme Bach, par exemple? Eh bien, Bach, n'est-ce pas, comme j'ai indiqué, pour moi personnellement, n'est-ce pas, c'était un musicien de cour, c'est remarqué, encore avec un élément profondément religieux, n'est-ce pas, mais c'est la religion calviniste. Il est musicien à Leipzig, là, dans une petite cour calviniste, si je ne me trompe, là-haut. Et ce calvinisme se reflète dans sa musique. On a vu dans la théologie, n'est-ce pas, que le calvinisme, n'est-ce pas, sur la grâce, c'est un excès de déterminisme, autrement dit, un excès de l'intelligence sur la volonté. Parce que les volontaristes, c'est le contraire du volontarisme, si vous voulez. C'est l'intelligencisme, c'est un excès de déterminisme, un excès d'acte sur puissance, si vous voulez. Donc, une musique calviniste, comme la philosophie de Leibniz, péchera par un excès d'intelligence sur la volonté, par un excès d'acte sur puissance, par un excès de détermination sur la détermination. Donc la musique de Bach, pour moi, personnellement, c'est toujours mathématique et parfois musicale. N'est-ce pas? Et la musique de Bach a toujours ce caractère bien coupé, bien organisé, bien en place, n'est-ce pas? Comme, n'est-ce pas, c'est toujours bien déterminé, tout problème est bien résolu, c'est cela qui est, si vous voulez, satisfaisant dans la musique de Bach, parfois, mais, n'est-ce pas, jugez-le au niveau purement de mélodie, il y a de belles mélodies dans Bach, mais très souvent c'est une mélodie qui sert plutôt pour le contrepoint, c'est une mélodie qui coiffe le contrepoint, n'est-ce pas? La mélodie, a-t-on l'impression souvent dans Bach, est déterminée par les besoins du contrepoint. Il faut telle mélodie qui puisse partir, n'est-ce pas, pour se combiner comme cela, n'est-ce pas? Alors, on va faire une mélodie comme cela, selon qui est capable d'être éclaté. Alors, on n'a pas l'impression d'une mélodie qui coule du cœur, n'est-ce pas? On a l'impression d'une mélodie qui est décongelée de l'intelligence. Voilà une impression de Bach, mais j'avoue qu'il y a certainement, Beethoven a dit de Bach, nicht Bach, sondern Meer soll heißen. Et on ne devrait pas l'appeler ruisseau, mais océan, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Beethoven avait un sens, comme beaucoup ont eu, des grandeurs de Bach, et certainement il y a des grandeurs. Moi, personnellement, je n'ai jamais tellement apprécié, mais je ne doute absolument pas qu'il y a quand même des grandeurs là appréciées. Mais de manière générale, n'est-ce pas, c'est froid, je trouve, c'est trop froid, c'est pas catholique, tout simplement. Quelle a été l'influence de la réforme de Saint-Pédis pour le grégorien sur la musique? Ah là là, je regrette. Vous me posez une question trop religieuse pour que je sache y répondre. Parce qu'il y a sur des auteurs de musique. Bien, on sait que, n'est-ce pas, eh bien, comment dira-t-on? Bon, Mary Delval, n'est-ce pas, a essayé d'écrire des morceaux. Je n'ai jamais écouté ce disque qui est là-haut, il serait intéressant d'écouter. Certainement que Pédis a, pendant un certain temps, sauvé l'exécution de la musique. Mais je ne sais pas s'il y a eu
certains en seraient beaucoup plus longs que moi. S'il y a des musiciens proprement du XXe qui ont profité, probablement, Ford, quand est-ce qu'il est mort? Ford, oui. Ou, n'est-ce pas? Ou il y a eu d'autres, n'est-ce pas? Il y a eu un renouveau en philosophie également, c'est toujours parallèle, n'est-ce pas? Et en littérature, vous avez Claude Pelli, etc. Mais la réforme de Pie X et tout ce qu'a fait Pie X, n'est-ce pas, d'une manière absolument générale, n'est-ce pas? Je parle absolument général et d'un point de vue purement païen. Mais, n'est-ce pas, voyons la civilisation d'un point de vue païen, c'est la déchéance absolument continue. Alors, le renouveau d'un point de vue païen, non pas du point de vue du salut des âmes, n'est-ce pas? Parce que incontestablement, la réforme de Pie X dans tous les domaines aura sauvé des millions et des millions d'âmes, n'est-ce pas? Bon. Mais du point de vue purement païen, ça n'arrête pas fondamentalement, n'est-ce pas, la descente des ports gadariens, n'est-ce pas? Les ports gadariens de la civilisation moderne continuent. Et alors, c'est miné. C'est un peu comme, je vous donnais le premier sujet de ce premier mouvement de Beethoven, n'est-ce pas? Dans l'exposition, c'était tout simple, mais lorsque ça revient dans la récapitulation, il y a ce grondement, n'est-ce pas, ce roulement en bas, il y a une agitation, n'est-ce pas? Pensez à Viollet-le-Duc par rapport, pensez au grand renouveau du 19e, le gothique, le néo-gothique par rapport au gothique. Le néo-gothique a de grandes qualités, n'est-ce pas? De grandes qualités catholiques. Mais exactement comme, n'est-ce pas, Louis-Philippe et compagnie, c'est l'ancien mais miné. Les libéraux ont réussi à poser les fondements de leur système. Alors, le bon Dieu fait que les hommes de bonne volonté, il y a un renouveau et toute une relancée, mais les maçons tiennent l'éducation, par exemple. Alors, je dirais mutatis mutandis, n'est-ce pas, Pie X a renouvelé pour les hommes de bonne volonté, mais les maçons tenaient déjà les conservatoires, et tenaient bien. Et parmi les catholiques, par exemple, je pense au Messiaen. Je ne connais pas Messiaen. Le très peu que j'en ai entendu, personnellement, ça ne me plaît pas tellement. Que je ne connais absolument pas. Mais n'est-ce pas, on ne joue pas avec le diable. Pour remettre la musique à sa place, il faut chasser, n'est-ce pas, presque tout élément rythmique, n'est-ce pas? Il ne faut jamais avoir envie de taper avec le pied dans l'église. Jamais, jamais, jamais. Alors tout ce qui donne envie de taper avec le pied, n'est-ce pas, n'est pas à sa place. Également tout ce qui flatte l'oreille en tant qu'oreille, n'est-ce pas? Alors toute l'harmonie qui tire, qui suce, qui flatte, qui cajole, n'est-ce pas? Non. C'est passionnel cela, c'est trop bas pour la foi, n'est-ce pas? Le grégorien est une musique religieuse. Est-ce qu'il n'y a pas une musique profane, une belle musique profane avec les éléments? Eh bien, n'est-ce pas, omne agens agit propter fine. Pour quelle fin votre compositeur profane agit-il? Avec quelle fin en vue compose-t-il? Est-ce qu'il a en vue Dieu ou non? S'il a Dieu en vue, si vous voulez, il y a quelque chose qui n'est plus profane en lui. Et attention, Beethoven avait un sens panthéiste de Dieu, n'est-ce pas? C'est certainement un grand panthéiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait certainement un sens de Dieu. Il a dit quelque chose d'affreux à un moment donné, n'est-ce pas? Moi et Dieu, nous traitons d'égaux. Il a dit quelque chose dans ce genre-là, n'est-ce pas? Mais au moins, il avait un sens de Dieu, et ça transpire dans ses grandes œuvres, n'est-ce pas? Alors, dans cette mesure-là, même Beethoven n'est pas complètement profane, n'est-ce pas? Et il visait, certainement, d'après certaines de ses paroles, il visait la gloire de Dieu dans une certaine mesure dans ce qu'il écrivait, certainement. Il avait un sens moral. Il y a des éléments très nobles dans Beethoven, comme il y a, on pourrait dire, des éléments de noblesse dans Napoléon. Bon, évidemment, mais Napoléon est noble par de certains côtés par lesquels les traîtres dans l'aristocratie du XVIIIe sont absolument
des sales types à côté, c'est clair, n'est-ce pas? Donc, bon, alors, il n'y a pas, n'est-ce pas, une musique purement profane et une musique purement religieuse. Par exemple, la musique religieuse de Mozart ou la musique religieuse de Haydn. Là, il y a des éléments profanes, mais le fond est encore dans Haydn très religieux, n'est-ce pas? Très catholique. Le fond dans Mozart est vraiment ambigu, si vous voulez. Et chez Beethoven, c'est basculé dans le sens du séculier, mais il reste toujours quelque chose un sens religieux là-dedans. Alors, si les compositeurs, même les plus profanes, ont quelque sens du vrai et du beau et du bien, ce sera, n'est-ce pas, vous le savez, quelque sens de Dieu. Et dans cette mesure-là, ce n'est plus des auteurs purement profanes, et dans ce sens-là, ils seront capables d'écrire quelque chose de beau. Comment faut-il considérer Vivaldi? Malheureusement, je connais très peu. Le peu que je connais, je me doute, le peu que j'en connais, je me doute que c'est la source où a puisé Bach. C'est ce qui, n'est-ce pas, c'est l'italien qui est rempli de soleil, qui réchauffe les Allemands froids, n'est-ce pas? Ce qui réchauffe ce calviniste froid. Et c'est dans Vivaldi que le calviniste froid va puiser la chaleur, parce qu'il y a de la chaleur encore en Bach, n'est-ce pas? Mozart également a beaucoup puisé dans la tradition italienne, n'est-ce pas? Les Italiens, n'est-ce pas, ils mangent les oranges, n'est-ce pas, le soleil à longueur de journée, ils respirent l'art, ils font l'art comme ils respirent, n'est-ce pas? Tandis que les Allemands, n'est-ce pas, c'est quelque chose de très, très pensé et très brassé, n'est-ce pas? Si on pense qu'un compositeur typiquement allemand serait Brahms, par exemple, alors c'est très brassé. Brahms a dit un mot intéressant par rapport à Mozart. Il a dit une fois, je m'étonne que les gens viennent chez moi puiser par le verre ce qu'ils peuvent puiser dans Mozart par le seau. C'est-à-dire que Brahms a le sens qu'il y a une vitalité dans Mozart, n'est-ce pas, qui fait que Mozart, n'est-ce pas, Mozart écrit, les mélodies sortent de Mozart dans les concerts de piano comme ça, il a une belle pensée, encore une mélodie, n'est-ce pas? Il y a encore des belles mélodies, n'est-ce pas? Il jette les mélodies à profusion. Alors ça, c'est italien, n'est-ce pas? Tandis que celui qui est l'architecte, qui met bien, il y a tout un grand plan en béton, n'est-ce pas? Alors tout est bien placé. Ça, c'est l'élément plutôt germanique. Alors, Beethoven, c'est l'équilibre entre les deux. Il y a l'architecture allemande avec encore assez de chaleur italienne. C'est une manière de voir les choses. Alors, je me doute, mais personnellement, je ne m'y connais tout simplement pas, je me doute que Vivaldi, c'est le soleil qui réchauffe Bach. Et Vivaldi était catholique? Un prêtre catholique, oui. C'est très vivant, Vivaldi. C'est très délié, c'est beaucoup plus catholique que Bach, à mon petit sens, mais je ne m'y connais pas. Que pensez de l'introduction de la polyphonie dans le chant religieux? Alors, n'est-ce pas, l'Église catholique, que pensez-vous de l'introduction du molinisme, n'est-ce pas? L'Église n'a jamais condamné le molinisme, n'est-ce pas? Et l'Église n'a jamais condamné la polyphonie. L'Église a failli condamner le molinisme, et le pape en est mort. L'Église a failli condamner la polyphonie, mais alors Palestrina a écrit un chef-d'œuvre et cela a été sauvé, n'est-ce pas? Oui, ça ne change rien ce que vous nous avez dit dans le tableau. C'est-à-dire, n'est-ce pas, il ne faut pas trop simplifier les choses. Il y a du rythme et de l'harmonie dans la musique la plus purement mélodique qu'on puisse imaginer, n'est-ce pas? Il y a ce rythme de 2 et de 3, notamment dans le grégorien. Etc. Bon, il y a un rythme, mais remarquez que ce n'est pas un rythme 2, 3, 3, 3, 3. Et l'une des choses intéressantes, c'est que Wagner cherchait à revenir à quelque chose de plus délié. Ils se rendaient compte que Mozart et Beethoven, dans leur 3 sur 4, 3, 3, 3, 3, ou 4 sur 4, n'est-ce pas, ils étaient donc carconnés. Et Wagner cherchait à se libérer de cela. Malheureusement, il n'en revenait pas pour autant à la fois. Mais le sens de Wagner, quand on était dans un carcan, ce sens-là était juste, si vous voulez. Mais
Alors également, il n'y aura pas de musique rythmique ou harmonique qui soit complètement dénuée de mélodie. Je vous ai cité un petit exemple de Stravinsky. Et alors, la musique polyphonique est beaucoup plus harmonique que la grégorienne. Il y a beaucoup plus d'harmonie, tout simplement parce qu'il y a 4 ou 5 ou 10 ou 7 voix qui jouent en même temps. Donc, c'est une musique qui flatte beaucoup plus, qui fait appel davantage aux passions, c'est sûr, mais qui pour autant trahit la foi, non, c'est beaucoup trop dit. Et l'Église catholique a bien abordé la question parce qu'il y en avait en plein 16e qui affirmaient que cette musique, n'est-ce pas, profanait l'Église, etc. Et les papes se sont bien directement, et les cardinaux et les experts ont abordé le problème en plein. Et à ce moment-là, le bon Dieu a inspiré Palestrina avec la Missa Papam Marcelli. Et on a sauvé, n'est-ce pas, depuis lors, l'Église n'a plus mis en question si la polyphonie appartient dans l'Église, parce qu'il n'y a pas un fort élément rythmique, et l'harmonie est quand même pas excessive par rapport à la mélodie, on pourrait dire, n'est-ce pas? Et la polyphonie fait appel, n'est-ce pas, puisque ça flatte l'oreille davantage, cela est agréable à beaucoup d'auditeurs pour lesquels la musique grégorienne est trop austère, n'est-ce pas? Alors, si ça sauve des âmes, voilà le test. Est-ce que le molinisme va sauver ou damner davantage d'âmes? Alors, face au calvinisme, il est sûr et certain, ça va sauver beaucoup d'âmes. Ça va servir pour sauver beaucoup d'âmes. Alors, l'Église catholique ne va pas condamner. Face au calvinisme, la polyphonie va réchauffer et cajoler beaucoup d'oreilles sans les rabaisser trop dans les passions. Ça va attirer beaucoup d'âmes vers Dieu. Alors, l'Église catholique ne va pas condamner. Et n'a jamais condamné. C'est bien abstenu de condamner. Un peu le pied dans le plat, puisque l'insigne concept que vous avez dit, est-ce que la mélodie, ça va plutôt flatterait les sens et puis l'harmonie, une question d'intelligence? Parce que c'est quand même plus dur d'écrire. Ça dépend, n'est-ce pas? Si vous prenez des mélodies distinctes, si vous voulez, si vous prenez des mélodies comme de Mendelssohn, n'est-ce pas? Il y a des mélodies excessivement. Mais dépouillez, imaginez-vous une mélodie très sensuelle et passionnelle. Et puis dépouillez-la de son harmonie. Et vous trouverez qu'elle devient beaucoup moins sensuelle. Chante à une seule voix la mélodie la plus sensuelle que vous puissiez vous imaginer. Et c'est déjà beaucoup plus pur. Et ce qui fait la sensualité de la musique yéyé, etc., de ces mélodies yéyé, c'est justement l'accompagnement et le rythme, l'harmonie et le rythme. Essayez de chanter tout seul d'une manière sensuelle. Essayez-le. Le chant grégorien, justement, c'est ça, c'est la voix humaine tout seul, n'est-ce pas? Pardon. À l'appui de votre défense de la polyphonie, je veux dire, si l'Église avait condamné la polyphonie, il faudrait aussi qu'elle condamne ce qui correspond à l'architecture. Oui, il faut oui, la baroque, alors, n'est-ce pas? Et non, on veut absolument, oui, c'est ça, les arts, tout se correspond, les tons, les couleurs et les sons se répondent, n'est-ce pas? Alors, tout se tient, et l'art baroque, c'est l'équivalent de la polyphonie et l'équivalent du molinisme, c'est sûr et certain. Et l'art baroque aura sauvé. L'art baroque aurait attiré à Dieu des millions d'hommes, parce que c'est chaud, c'est très catholique. C'est aussi catholique que le Concile de Trente, n'est-ce pas? C'est ce qui découle l'art baroque et la musique polyphonique. En quelque sorte, ça découle du Concile de Trente, n'est-ce pas? Alors l'Église ne va pas condamner ça, mais c'est cette tradition-là qui dégénère dans Mozart et puis qui bascule avec Mozart dans le service de la franc-maçonnerie et ensuite du panthéisme, etc. Justement, comment peut-on considérer la musique sacrée de Mozart? C'est un mélange, n'est-ce pas? Il y a certainement un sens du sacré. Si on lit les lettres de Mozart qu'il a écrit à son père, par exemple, Mozart était d'un côté un très sage petit garçon, n'est-ce pas? Il était très bon et même très pieux. Par la suite, n'est-ce pas, il a joué avec le diable et il est entré dans la franc-maçonnerie, etc. Mais il n'aura jamais été un franc-maçon méchant, c'est sûr. Sa musique reflète toujours une grande et profonde innocence. Il y a quelque chose d'enfantin et
de paradisiaque. C'est très drôle, c'est caractéristique de Mozart, c'est très beau dans Mozart. Mais il y a par contre, donc, il y a cet élément, c'est un mélange, bref, n'est-ce pas? C'est un mélange qui tend dans le mauvais sens, mais qui a encore beaucoup de ce qui est bon. Donc, la musique, la messe en, comment dit, ut mineur, Kirche 427, il y a des moments très religieux là-dedans, n'est-ce pas? Bon. Oui, encore une minute. Oui, voilà. Est-il permis de jouer à l'église des auteurs non catholiques? Si cela faisait plus de bien que de mal aux âmes, oui. Sinon, non.